Allons-y. Donc, pour ceux qui nous regardent ou en rediffusion, voici le cinquième Alumni Live, donc avec Loïc Stallin. Donc, pour rappel, c'est un événement qu'on fait tous les mois à peu près. Hein, donc, c'est une vision en ligne qui est proposée par l'association des alumni. Et aujourd'hui, on accueille Loïc qui va nous parler justement de son VIE et de son parcours, hein, de la sortie de l'EJA jusqu'à maintenant. Donc, je te laisse te présenter, Loïc, et puis après, on peut avoir des questions, des interactions pour ceux qui en ont, il n'y a pas de souci. Ça marche, merci Samuel. Déjà, ça n'arrive pas souvent qu'on nous invite à nous présenter et présenter notre parcours pendant 30 minutes. Donc, je vais essayer de me prêter à l'exercice et essayer de faire en sorte que ça puisse être intéressant pour des étudiants qui peuvent se poser la question de l'intérêt du MFE, du VIE ou des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai structuré la présentation. J'ai fait 5 parties qui vont pas être très longues, hein. Les 5 parties, c'est d'abord bon, l'introduction, comme Samuel m'a demandé, c'est de rappeler un peu ce que j'ai fait comme parcours. Ensuite de ça, parler plutôt sur le MFE que j'ai fait, donc le mémoire de fin d'études en dernière année de l'ESA sur le cacao au Cameroun. Donc présenter un peu l'intérêt, en quoi ça consiste, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller faire un, un stage sur le terrain, et notamment sur une commodité tropicale qui est une matière tradée, donc plutôt une commodité, oui, une commodité. Ensuite de ça, le VIE sur le cacao en Équateur. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant le VIE, autant pour l'entreprise que pour un étudiant. Une quatrième partie plutôt sur ce que je fais aujourd'hui, donc l'agriculture régénératrice chez Reforest Action, et puis un mot de fin. Voilà, donc si on a de la chance d'avoir des questions, faut pas hésiter, je m'arrêterai à la fin de chaque partie. Et si on n'a pas de questions, ça va être court, sinon ça peut durer un peu plus longtemps. Donc je suis ingénieur ESA de spécialité plutôt commerce, puisque j'ai fait double diplôme Audencia. Je reviendrai sur l'intérêt de faire un double diplôme Audencia ou pas. Je suis promo 115, donc sorti en 2017. J'ai commencé par travailler chez Cargill. Donc Cargill, c'est une grosse entreprise américaine de l'agroalimentaire pour ceux qui connaissent pas. Et je travaillais sur la partie cacao et chocolat. Donc j'ai fait mon mémoire de fin d'études chez eux. Ensuite de ça, j'ai travaillé un peu aux Pays-Bas pour eux, puis en Équateur, en VIE. Ensuite de ça, j'ai travaillé chez Compagnie Fruitière. Donc là, j'ai commencé à faire des achats. Et aujourd'hui, je travaille chez Reforest Action comme directeur d'unité agriculture et génératrice. Donc plutôt un cabinet de consulting ou de conseil en transition agricole pour les entreprises agroalimentaires. Voilà pour le parcours. Le MFE. Donc le MFE, comment j'ai trouvé ce stage? C'était via les alumni. Donc j'ai contacté un alumni sur LinkedIn qui avait travaillé chez Cargill. Comme quoi, contacter des alumni sur LinkedIn, ça peut toujours servir. Ça marche. Donc, quoi, ça marche, ça marche. Exactement, il faut pas hésiter. Moi, je réponds par exemple à toutes les personnes qui peuvent m'écrire sur LinkedIn pour un stage ou même si j'ai pas forcément de capacité de donner un stage aujourd'hui où je fais toujours l'effort de répondre. Ce stage-là, ça consistait en fait à comprendre quelle était la dynamique de production du cacao au sud du Cameroun, en fait, dans les marchés à terme. Donc sur la commodité cacao, on a un peu deux aspects. On a l'aspect spéculation, donc tous les gens qui vont faire du trading sur le court terme ou sur l'année. Et ensuite de ça, plutôt l'aspect qui va driver vraiment le prix du marché, à savoir les fondamentaux, donc la demande et la production. La demande ne bougeant pas trop, c'est surtout la production qu'on va chercher à comprendre. Sur la production, en fait, on va souvent aller voir les régions où on pense qu'il y a un boom du cacao potentiel. Et moi, la mission, c'était justement de faire des entretiens agricoles et avec les agriculteurs de la zone pour voir comment ils faisaient leur production, est-ce qu'ils avaient des plantations vieillissantes, quel type de main-d'œuvre ils avaient, qu'est-ce qui allait finalement faire un boom de cacao ou non, et faire une modélisation statistique de cette production. La façon dont ça s'organisait, c'était un mois ou deux, je sais plus, de préparation de la mission, donc comment est-ce qu'on fait un guide d'entretien, etc. 4 mois sur le terrain, à vadrouiller dans la brousse et aller voir des agriculteurs et faire des entretiens agricoles, donc pour de la récolte de données. Et ensuite de ça, du traitement statistique pour pouvoir dire si oui ou non il y allait y avoir un boom du cacao. Le MFE pour moi ça a été hyper important puisque ça m'a permis, un, de comprendre dans quelle situation vivent des paysans cacaoculteurs du fin fond du Cameroun. Clairement, c'est pas forcément des conditions qu'on peut s'imaginer.
On voit quelles sont leurs problématiques, ça apprend que ben, il y a l'homme qui souvent est sur la culture de rente, à travailler sur cette culture de rente pendant que la femme est plutôt sur les cultures vivrières. Donc ils n'ont pas forcément les mêmes dynamiques de revenus. On voit aussi que ben, un agriculteur qui va beaucoup travailler son champ, c'est un agriculteur qui aura plus de rendement qu'un agriculteur qui va laisser un peu la culture de rente se faire toute seule. Donc c'était vraiment l'occasion de pouvoir échanger avec les gens sur le terrain, mais aussi comprendre bah, comment c'est produit, qu'est-ce qui va vraiment animer les dynamiques de production, et aussi vivre toutes les galères possibles et imaginables qu'on peut trouver sur le terrain, à savoir bah, rester bloqué au fin fond de la brousse de nuit, avoir bon, des interactions pas forcément toujours évidentes avec certains producteurs. Voilà, donc vraiment la vie en brousse. Ça m'a aussi permis de comprendre un peu comment est-ce qu'on transforme la matière première, parce que le cacao, en fait, c'est dans une cabosse, comme vous pouvez voir à droite. Mais ensuite de ça, il faut l'ouvrir, la faire sécher et la faire fermenter, faire fermenter puis faire sécher. Et tout ça, c'est un process qui se fait en brousse et qui va avoir un gros impact sur le goût derrière du cacao et du chocolat. C'est aussi comprendre. Vas-y, Samuel. Ouais, je me pose la question, peut-être s'il y en a des étudiants qui cherchent leur MFE. D'ailleurs, moi, je cherche mon MFE actuellement, mais bon, je pense que je ne le ferai pas dans le cacao. Mais est-ce que tu étais accompagné par Cargill ou tu étais tout seul sur ta mission? Là, on te voit, tu es tout seul sur la photo où tu avais peut-être quelqu'un qui était avec toi? Ouais, alors c'est une bonne question. J'avais mon maître de stage qui était là les premiers jours, la première semaine. Ensuite de ça, il y avait l'équipe de Cargill Cacao Cameroun qui était là avec moi. Donc il y avait une personne dont la mission était de vadrouiller un peu dans tout le pays pour comprendre les dynamiques de production et une personne qui nous conduisait. Donc on était deux à faire les interviews. Je crois, on a fait à peu près 2000 interviews, quelque chose comme ça. Donc on n'a pas chômé. Si. En fait, je me dis que cette façon de cultiver et ce produit, c'était très loin de ce que tu as pu voir en cours. Et Ouais. donc, tu es parti pratiquement de zéro pour cette étude. Ou, Ouais, et en plus le problème c'est que j'ai pas fait de spé agro végétal et du coup c'est vrai que quand je me suis retrouvé sur le terrain ou même quand il a fallu établir la méthode, je me suis dit que j'étais quand même sacrément loin de ce que pouvaient demander les gens de Cargill. Donc le début n'a pas été hyper évident, mais finalement ce qu'on nous apprend quand même à l'ESA qui est intéressant, c'est plutôt l'adaptabilité. Donc même si on n'a pas forcément les grosses connaissances terrain au début ou agronomiques, je me suis aperçu qu'il fallait rien lâcher et que c'était toujours faisable en cours de route de réussir à apprendre à faire des stats et des entretiens agricoles parce que ben, la formation fait qu'on est assez adaptable, quoi. Mais effectivement, ce mode de production par rapport à ce qu'on a pu voir en cours n'a vraiment rien à voir avec un champ de blé, quoi. Ce qui était chouette avec CMFE, c'est que c'était finalement un sujet très stratégique pour l'entreprise, pour Cargill. Puisque si y a un boom cacao à cet endroit-là et qu'on le sait, bah, c'est aussi une bonne manière de se positionner sur le marché et récupérer cette matière première. Donc c'était chouette d'avoir des gens qui me faisaient confiance et qui finalement m'envoyaient juste avec une autre personne mener toute cette étude. Je me suis aussi aperçu qu'il y a des choses qu'on prenait pas forcément hyper au sérieux, enfin que je prenais pas forcément hyper au sérieux à l'ESA, type l'analyse statistique ou l'utilisation d'Excel, etc. Et en fait, c'est des choses qui sont indispensables dans nos métiers d'aujourd'hui. Mais bon, si vous avez loupé ces cours-là, c'est pas quelque chose dont on peut vous tenir rigueur. Vous arriverez à reprendre le bon chemin après, j'en suis sûr. Voilà, c'était un MFE qui mêle vraiment le technique et le commercial à la fois. Ensuite de ça, pour revenir là-dessus, on a tendance à penser que les écoles de commerce, c'est l'avenir, mais en fait, je me suis aperçu que c'est plus facile de passer du techos au commercial que l'inverse. Donc moi, j'ai pas forcément un gros conseil sur bah, faites une école de commerce. Je pense pas que ça serve tant que ça. Je pense que faire un DA marchés internationaux et ensuite travailler chez Cargill, c'est complètement possible. Et surtout, il faut favoriser l'expérience ingé, c'est ça le plus important aujourd'hui, je pense, pour nos métiers. Euh, pour le VIE, souvent, on dit aux étudiants que pour faire un VIE, il faut déjà avoir une expérience à l'international, puisqu'il y a énormément de dossiers. C'est un peu, tout le monde est un peu en compétition pour les offres de VIE. Est-ce que c'est pareil pour le MFE?
Pour le MFE, je suis pas sûr. Moi, je pense que en l'occurrence, vraiment, ce qui a intéressé Cargill, c'était le fait que j'avais fait la même formation qu'un étudiant d'avant, dont ils avaient été très contents, que je parlais à peu près anglais, mais en fait, je parlais vraiment pas très bien anglais, et que j'avais fait aussi quand même un stage. J'avais fait un stage au Costa Rica sur la production d'ananas. Mais bon, je pense que vraiment, si tu es recommandé par quelqu'un, comme ça a pu être le cas avec le contact sur LinkedIn, tu as plus de chances d'avoir un stage que c'est sûr si tu postules sans être intégré par une relation du réseau, quoi. Donc Ok. pour répondre à ta question, pas vraiment. Je pense que c'est possible d'avoir un stage comme ça si tu as choisi des matières qui ont à peu près un sens avec le stage que tu souhaites faire, que tu trouves le bon contact, euh, voir que tu as fait un stage déjà dans le sujet. Ok, merci. Ensuite de ça, j'ai été embauché du coup chez Cargill aux Pays-Bas, donc le siège de Cargill Cocoa and Chocolate, en CDD pour faire plutôt de l'analyse sur la partie demande. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a la partie offre, mais il y a aussi la partie demande. La partie demande, elle bouge pas beaucoup, mais il y avait quand même des choses à analyser. Et aussi la partie durabilité, puisqu'à l'époque, c'était en 2018, on avait un gros sujet sur la déforestation. Et la question, c'était comment est-ce qu'on arrête la déforestation dans la chaîne de valeur cacao. En l'occurrence, c'est pas hyper simple, puisque déjà, il faut définir ce qu'est une forêt. Quand un État dit, bah, ça, c'est une terre agricole, alors que, bon, en fait, quand on regarde, c'est une forêt, on peut pas vraiment lui dire, non, ça restera une forêt. Si l'État a décidé que ce sera une terre agricole, ben, ça sera une terre agricole. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour derrière motiver les agriculteurs à pas déforester. Et en l'occurrence, c'est passé par l'agroforesterie, sujet auquel on reviendra après, à la fin, dans mon expérience actuelle. J'ai ensuite été embauché en VIE pour aller en Équateur, toujours chez Cargill. Donc là, pour le coup, le VIE, ce qui était intéressant, c'était qu'on avait, en fait, c'est un format qui est cofinancé par l'État, donc par Business France. Donc ça permet à l'entreprise de ne pas débourser trop d'argent pour envoyer un junior à l'étranger, mais en même temps pouvoir profiter de l'expertise enfin, de l'investissement qu'ils avaient déjà fait en moi en MFE pour pouvoir m'envoyer en VIE sur le cacao en Équateur pour construire une unité d'achat. Le VIE, c'est vraiment un bon dispositif, je pense, pour aller à l'étranger parce que bah, vous avez une rémunération qui est tout à fait correcte. L'entreprise, en général, ça l'intéresse à condition qu'elle ait une unité en France, parce qu'il faut absolument que c'est un prérequis pour pouvoir faire un VIE. Et ensuite de ça, c'est une expérience bah, formidable hein, pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain, réussir à avoir, un peu comme au MFE, des, euh, la confiance sur des sujets un peu stratégiques pendant un an. Euh, voilà. En quoi ça consiste, Business Analyst? Donc là, j'étais envoyé surtout pour comprendre comment était faite la supply chain, quel était le type d'agriculteur, comment ils vendaient leur cacao, est-ce que c'était du cacao frais, du cacao sec, à quel type d'intermédiaire ils le vendaient. Donc l'idée, c'était comment est-ce qu'on va faire pour couper un peu ces grandes chaînes d'intermédiaires pour récupérer la matière première plus facilement, aussi rémunérer le producteur plus facilement, mais aussi sécuriser cette matière première. On a fait du coup beaucoup, beaucoup de terrain. On a été dans plein de régions productrices différentes, faire toujours pas vraiment des enquêtes agricoles. Là, c'était un peu moins formalisé que ce qu'on peut voir en MFE, puisqu'en fait, dans la vie réelle, bon, faire des analyses statistiques et des longs mois de terrain de surveille d'enquête agricole, ben, on n'a pas forcément les moyens. Donc là, c'est plutôt des échanges directement avec les agriculteurs et des conclusions, une opinion qu'on se fait directement avec ces échanges-là. Il y avait aussi un travail donc entre le fait d'acheter la matière première, le cacao sur le terrain, mais aussi le rapport avec la vente, l'export de cacao. Donc est-ce qu'on a des besoins, combien est-ce qu'on a de besoins? Est-ce que la matière première est hedgée? Donc est-ce que en plus du flux physique, on a des gens qui sont là pour acheter un contrat à terme en opposition pour diminuer le risque potentiel qu'on peut avoir sur la matière première? Ça, on peut y revenir après, mais c'est un peu technique. Qu'est-ce que ça m'a apporté finalement? Ça m'a apporté surtout un renforcement des capacités de terrain, autant sur la compréhension des agriculteurs que sur la supply chain, et des compétences techniques sur les achats, puisque j'avais jamais fait d'achat jusque-là. Là, ça m'est arrivé d'aller avec la camionnette chez des agriculteurs discuter le prix du cacao.
Euh, voilà, c'est clairement une expérience qu'on fait quand on est au début, je pense, de, de sa vie pro, qu'on n'a pas forcément de relation perso, ou alors qu'elle n'est pas complètement établie, parce qu'après c'est un peu plus compliqué de bouger. Et puis en plus de ça, il y a un facteur perso qu'on ne prend pas forcément en compte à ce moment-là, c'est que nos parents et nos grands-parents y vieillissent et qu'à un moment on a envie de rentrer. Et c'est pas forcément facile quand on a 30-35 ans de repartir à l'étranger, faire ce type d'expérience. Donc c'est vraiment une belle expérience à faire au début. Tu parlais de hedging, alors moi aussi je vois le mot et le terme, je ne connais pas du tout la traduction en français. Je pense que ça voudrait dire, je ne sais pas comment la traduire en français, mais bon, voilà, c'est pour réduire le risque en effet sur les contrats. Tu as parlé après que tu avais une différence entre faire les analyses statistiques, où c'est très, on va dire, Mm. académique, parce que c'était ton MFE, et là, et là par exemple, savoir si les contrats ils sont hedgés, faire ton opinion toi-même, c'est absolument des choses que tu n'as pas appris, je pense, à l'ESA et Ouais. peut-être peu aussi à Audencia. Du coup, comment tu as comblé ce gap? Est-ce que c'est des choses où c'est Cargill qui t'a formé, tu as dû apprendre sur le tas? Comment ça se passe, l'adaptation là-dessus? Ouais, la plupart du temps, enfin, dans la plupart des métiers que j'ai fait, souvent c'est de la formation sur le tas. Bon, le hedging, ça s'apprend pas forcément à l'école. Je crois que dans le DA marchés internationaux, ils en font un peu. Mais en gros, le hedging, c'est si j'achète du cacao aujourd'hui en physique et que je veux le vendre dans 6 mois, ben peut-être que le prix que j'ai payé aujourd'hui en physique, il sera plus le même dans 6 mois et peut-être que ça vaudra moins cher. Donc si j'ai rien fait, ben, je vais perdre de l'argent quand je vais vendre mon cacao dans 6 mois. Le hedging, c'est justement prendre une position inverse sur le marché à terme, donc le marché de papier comme on l'appelle. En gros, c'est dire, ben voilà, je m'engage auprès de quelqu'un à lui vendre dans 6 mois le produit au même prix. Ce qui fait que j'ai acheté à un certain prix et j'ai déjà vendu dans 6 mois au même prix, donc j'ai pas de risque financier. Ça, c'est des choses qu'on apprend vraiment sur le terrain et avec les acteurs. Il faut vraiment se dire que quand on est engagé en MFE ou en VIE, bah, l'entreprise, elle attend pas qu'on connaisse déjà ce genre de choses. Ils savent très bien qu'on est junior et que c'est des choses qu'on va apprendre. Ce qui les intéresse, c'est notre capacité d'adaptation et avoir la jugeote et surtout et prendre des initiatives, quoi. Oui, oui, excuse-moi, j'ai pas levé la main, mais peut-être juste expliquer comment vous est venue l'idée du VIE. Est-ce que c'est toi qui l'avais proposé? Est-ce que c'est Cargill qui t'a dit, tiens, on a ce format intermédiaire entre le stage et l'embauche? Euh, comment c'est venu? Ouais, et ben, c'est Cargill qui m'a proposé de faire ce VIE. En gros, mon boss connaissait ce format. Je sais plus comment. Mais lui, il était vraiment intéressé pour m'envoyer en Équateur parce que je parlais espagnol et que j'avais déjà vu le terrain. Mais en même temps, c'est vrai qu'embaucher quelqu'un, lui faire un contrat d'expat, ça n'existe plus vraiment, surtout pour un junior. Et c'est là où il m'a dit, mais je crois qu'il y a un dispositif français qui existe, qui s'appelle le VIE, regarde ce qu'on peut faire et si on peut le faire, je connaissais pas du tout. Et c'est comme ça que c'est venu. Et en l'occurrence, ça n'a pas été très compliqué, hein. À première vue, enfin, c'est assez facile. Le Business France est là pour encadrer le truc et faciliter la mise en place d'un VIE. Donc je pense que c'est possible aussi, si vous êtes déjà dans une entreprise, de leur dire, bah, voilà, pour m'embaucher ensuite, n'hésitez pas à faire un VIE si vous avez une unité en France, quoi. Ok, merci. Ensuite de ça, j'ai quitté Cargill. Je suis allé. Alors, si j'ai quitté Cargill, c'est parce que bah, justement, il fallait que je rentre pour des raisons perso. Même s'il me proposait quand même de continuer sur la partie Équateur. J'ai cherché un job en France. Ça n'a pas été hyper évident parce qu'à la base, je voulais pas aller à Paris. Et finalement, je me suis aperçu qu'en France, trouver un job, notamment sur les commodités tropicales, à part à Paris, c'est un peu compliqué. Je me suis retrouvé chez Compagnie Fruitière, qui est une entreprise qui fait de la banane majoritairement. Ça peut prêter à sourire, mais en fait, la banane, c'est le fruit le plus vendu au monde, puisqu'il est là toute l'année. Donc, c'est une très grosse entreprise qui possède des plantations, des bateaux, etc., et qui vend des bananes dans toute l'Europe. Je suis rentré comme business analyst, donc business analyst, là pour le coup, c'était plus comprendre quelles sont nos marges, où est-ce qu'on peut faire des économies de coûts, est-ce qu'on est bon sur les ventes. Donc vraiment du contrôle de gestion pour améliorer notre performance financière. Et petit à petit, ma boss de l'époque m'a laissé l'opportunité de faire de l'import-export, donc plutôt des achats, notamment sur la partie spot en Amérique latine. Et là, pour le coup, j'ai commencé à travailler sur le bureau de trade où on appelle le producteur, on sécurise des volumes, on sécurise des volumes aussi sur les bateaux, et on achète de la banane en Colombie, en Équateur, au Costa Rica, et on l'envoie
en Roumanie, en République tchèque et d'autres pays. Suite à quoi je me suis dit, tiens, est-ce que ça a du sens tout ce que je fais? Et c'est là où je me suis dit, est-ce que je n'irais pas sur quelque chose de plus durable, même si c'était vraiment très intéressant de travailler chez Compagnie Fruitière. Et c'est là où quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ferais pas consultant en agrégé chez une entreprise? Ça se développe beaucoup aujourd'hui. Euh, je pensais pas vraiment avoir le profil et finalement j'ai postulé, j'ai été pris chez Reforest Action, qui est l'entreprise dans laquelle je travaille depuis maintenant 3 ans. Ça s'appelle Reforest Action, donc à la base c'est plutôt basé sur la forêt. Mais c'est une société qui a 15 ans et aujourd'hui, en fait, on a deux grosses activités. Une activité crédit carbone, donc plutôt pour les entreprises qui font de la compensation une fois qu'elles ont réduit leurs émissions et qui veulent financer des projets à travers le monde pour séquestrer du carbone. Donc ça, c'est pas ma partie. Et l'autre partie qui est agriculture régénératrice. Donc comment je fais pour que ma chaîne d'appro soit moins conventionnelle et intègre des pratiques plus agroécologiques. Alors ça va un peu, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont couvertes là-dedans. On a de l'agriculture de conservation des sols, donc avec des couverts végétaux mis en place chez les agriculteurs. On a de l'agroforesterie, ça peut être soit des simples haies, soit des arbres en individuel. Voilà, on a de l'interculture, de l'amélioration des rotations de pâturage. Et le job qu'on a aujourd'hui, c'est, une fois que le client dit, ben oui, ça m'intéresse, de trouver un modèle économique pour que ça lui coûte pas les yeux de la tête. Et que bon, pour réussir à prouver en fait que sécuriser ça permet de sécuriser ses appros et que demain ça lui coûtera pas plus cher que d'acheter du conventionnel. Et ensuite de ça, comme on a un bureau de consulting, on forme en fait soit les vrais agriculteurs eux-mêmes, soit les coopératives, soit dans les zones tropicales des relais locaux à la mise en place de ces pratiques. On design les projets avec eux et l'idée c'est que derrière ils soient indépendants et qu'ils arrivent à se débrouiller tout seuls et qu'on garde plutôt la partie suivi d'impact, donc que ce soit la rentabilité pour l'agriculteur, mais aussi carbone, eau, biodiversité, donc tous les indicateurs qui permettent aujourd'hui de vendre ces programmes d'agriculture régénératrice. Peut-être tu peux nous parler d'un projet récent que tu as fait ou que l'entreprise est en cours, parce que c'est vrai que je pense que ça parle globalement à tout le monde, hein. L'agriculture génératrice, on a tous une idée qu'on fait. En revanche, entre l'idée et l'implémentation et après la valeur qui est créée, c'est vrai que des fois, il peut y avoir plein de différences entre les projets. Ouais, Il peut y avoir plein de manières. Donc peut-être tu as un projet concret que vous avez mené récemment qui permettrait d'illustrer un cas, par exemple. ouais, tout à fait. Ben, il y a un cas concret, c'est on travaille beaucoup avec Kiabi sur le coton. Enfin, moi, au début, je me disais, mais Kiabi, c'est pas une marque qui fait des vêtements très chers. Je me suis un peu étonné que Kiabi fasse des programmes aussi ambitieux. Mais en fait, Kiabi a compris assez vite que le coton, c'était une matière première qui allait pas mal disparaître, notamment dans l'état d'Odisha, enfin en Inde. On travaille sur des états où il fait 50 degrés avant la mousson. Donc c'est impossible d'aller travailler dans les champs et surtout, la disponibilité en eau, elle n'est pas forcément là. Donc c'est des régions qui sont très soumises aux aléas climatiques. Et pour le coup, là, on a un vrai effet sur le rendement de coton. Et Kiabi s'est dit, ben moi, en fait, ma matière première, c'est le coton, et en même temps, et du coup, je veux que dans 15 ans, il y ait toujours des gens qui fassent de l'agriculture, qui produisent du coton pour pouvoir faire des t-shirts. Et on a lancé un programme. Alors, ils avaient déjà un programme en coton bio, donc passer du conventionnel au bio. Là, en l'occurrence, la façon dont on le fait, c'est des fermes-écoles. Donc, c'est vraiment des gens qui vont s'asseoir avec les agriculteurs, discuter un peu de quelles pratiques on peut mettre en place, comment on peut les mettre en place, et aussi fournir les fertilisants bio, fournir les semences et suivre la mise en place des essais. Et nous, on est intervenu sur la partie interculture et agroforesterie. Donc interculture, c'est parce que, il y a une partie de l'année où les champs n'étaient pas forcément cultivés et laissés à nu, ce qui est un peu problématique parce que du coup, qui dit laissé à nu dit dès qu'il pleut, il y a ruissellement, et s'il y a ruissellement, il y a une partie du sol qui s'en va, et en général, c'est celle qui nous intéresse agronomiquement. Et surtout, l'eau reste pas stockée dans le sol et donc elle n'est pas forcément disponible quand on en a besoin. Et en plus de ça, qui dit un sol nu dit un sol sur lequel on met pas forcément de production, ce qui pourrait rapporter un revenu complémentaire à l'agriculteur. Donc là, on s'est dit, tiens, on va mettre un nouveau revenu. Je crois que c'est des haricots qu'on fait en l'occurrence sur cette interculture.
Et on a aussi mis en place des manguiers. Donc les manguiers, pourquoi ça? Parce que le marché local en demande beaucoup, donc c'est un vrai revenu pour l'agriculteur, et surtout c'est des cultures pérennes, c'est ça qui est intéressant avec l'agroforesterie. Donc on plante une fois l'arbre et s'il survit, normalement on a des revenus pour toute la durée du manguier, toute la durée de vie du manguier à partir du moment où il commence à produire. Et en plus de ça, ça apporte de l'ombrage, ça permet l'infiltration beaucoup plus qu'un sol nu. Euh, voilà, et puis on a aussi mis d'autres essences plutôt pour l'utilisation du bois. Un exemple plutôt tempéré, c'est aussi sur le cuir. Aujourd'hui, on va travailler sur de l'élevage, donc en France par exemple, en Normandie. Là, pour le coup, c'est des projets qui sont un peu plus proches de chez nous et un peu plus complexes parce que c'est des fermes qui sont en agriculture pas forcément intensive, puisqu'en Normandie, on a quand même gardé un peu de pâturage. Mais on va avoir des questions sur comment faire pour l'autonomie protéique de la ferme, comment réduire ses utilisations de tourteaux de soja ou colza. Et du coup, ça passe par comment est-ce qu'on optimise sa production de fourrage et comment est-ce qu'on fait pour réduire, par exemple, l'import des fertilisants fourragers, comment est-ce qu'on fait pour choisir des espèces qui vont des espèces qui vont nous ramener plus de protéines dans le mix fourrager. Ensuite de ça, il y a l'autre partie qui est l'amélioration de la rotation des pâturages. Donc, comment est-ce qu'on fait pour améliorer le temps de passer à la pâture? Comment est-ce qu'on fait pour garder une pousse qui est enfin une production de biomasse qui est assez intéressante et qu'on surexploite pas? Et aussi quel mix on va mettre dans la prairie permanente pour prairie permanente ou temporaire pour faire en sorte d'améliorer le mix protéique. Et finalement, on a réintroduit aussi le sylvopastoralisme qui était très présent en Normandie. En fait, le sylvopastoralisme en Normandie, c'est un système qui a été beaucoup étudié, dans lequel on s'aperçoit que si on met sur un hectare des pommiers et des vaches, on produit plus que si on mettait des vaches sur un hectare ou des pommiers sur un hectare. C'est ce qu'on appelle le land equivalent ratio. C'est à quel point l'agroforesterie peut permettre de plus produire en faisant de la polyculture sur un endroit que sur différents endroits. Voilà Et pour juste donner pour un peu. continuer sur la même question, est-ce que vous accompagnez l'entreprise jusque la fin du process de la création de valeur on va dire en durabilité et vous l'aidez à communiquer sur ces projets-là ou par exemple si on reprend l'exemple Kiabi, vous aidez Kiabi à comment dire à ses clients, dire à ses partenaires, etc. Nous on a du coton qui est sourcé, etc. qui est bien. Vous allez jusqu'à la fin de la démarche, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors après, en fait, alors ce que j'ai pas dit surtout sur la partie élevage, pardon, c'est que on accompagne l'agriculteur s'il a besoin de techniques pour mettre en place ces pratiques, mais on l'accompagne aussi sur financièrement. C'est-à-dire que les 2 premières années, si tu as une perte de rendement, ben, on va calculer ces pertes de rendement potentielles et aider l'agriculteur à acheter les intrants, mais aussi à pallier à cette perte de rendement potentielle. Pour répondre à la question de l'accompagnement du client, en fait, en général, aujourd'hui, l'agriculture régénératrice, c'est pas très vendeur pour le client final que nous sommes, puisque quand on va au supermarché, il y a déjà plein de labels, le bio, le Rainforest Alliance, non, enfin, tous les labels possibles et imaginables. Et le but, c'est pas tellement de communiquer auprès du client final, puisque avant, sinon, ça fait vraiment une opération marketing et du coup, on a un an de projet et après, on s'en va et l'agriculteur, il est de nouveau tout seul face à ses problèmes, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on accompagne la transition de la chaîne de valeur. Et là, pour le coup, il y a plus de la communication en interne ou aux clients. Par exemple, on travaille avec Cargill, donc aux clients de Cargill, on va essayer de communiquer ça. Mais ça passe aussi par tout ce qui est bilan carbone, donc combien on a d'émissions dans la chaîne de valeur, donc sur le scope 3, et quel est notre impact biodigestif, quel est notre impact sur l'eau, etc. Ah ouais, Donc ça, j'espère que tu as réussi à avoir un contrat avec Cargill alors. Avec on travaille Cargill avec. sur le cacao. Alors, pas cacao, on travaille sur Cargill avec les grandes cultures, avec le programme Regen Connect. Déjà, merci Samuel pour l'invitation. J'espère que ça motivera quelques étudiants à faire du VIE ou des MFE à l'étranger. Euh, Quand on sort d'école, enfin moi en sortant de l'ESA, j'avais un certain complexe à me dire tiens, je sors pas d'AgroParisTech, j'aurai jamais un job intéressant ou alors on sera toujours désavantagé face à des AgroParisTech. Eh ben, je pense que c'est pas vrai. Je pense que oui, on a des profils un peu différents, mais les profils ESA, ISTOM et autres écoles du type,
sont carrément recherchés parce que c'est pas forcément des profils spécialistes et justement c'est des profils qui sont très adaptables et assez malléables et qui s'adaptent beaucoup à la culture de l'entreprise. Je pense que c'est ça la vraie force de nos écoles. Je pense que il faut profiter aussi des opportunités qu'on a en stage pour partir à l'étranger, gagner des compétences, trouver des expériences qu'on pourrait pas faire forcément dans nos premiers jobs. Et c'est ça qui fera la valeur un peu de de votre CV. Faut pas s'empêcher de changer d'entreprise, alors pas tous les 6 mois, mais dans les premières années, faut pas s'empêcher de changer d'entreprise tous les ans ou tous les 2 ans. On n'est pas chevillé à une entreprise. En revanche, au fur et à mesure des années, c'est bien de rester dans la même entreprise. Mais je pense que les premières années, c'est bien aussi de faire plusieurs entreprises. Et si on veut rentrer aussi un jour de l'étranger, il faut pas trop tarder, je pense. Alors j'ai des potes qui sont toujours à l'étranger et qui partagent pas forcément cet avis, mais c'est pas forcément évident quand on a fait 10 ans d'expat de rentrer en France et de retrouver un job équivalent en termes de salaire ou en termes d'intérêt stratégique. Voilà. Donc finalement, il faut avoir confiance en ses capacités, écouter un peu ce qu'on a envie de faire, se dire ok, est-ce que c'est ok pour moi de faire ça? Se dire que c'est pas grave si on se plante sur les premiers jobs. Euh, et surtout arriver à se dire ben ça c'est pas pour moi comme boulot ou ça c'est pour moi et pas hésiter à se réorienter. Voilà pour moi. Super, bah merci beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas encore une fois, hein, Merci beaucoup Loïc, c'était hyper clair. Moi qui suis pas du tout technique dans la technique de culture, j'ai tout compris. Et c'était vraiment très, très intéressant et en même temps facile à comprendre. Mais je voulais juste peut-être revenir sur ta vie sociale à l'étranger. Ok. Euh, on a parlé du boulot, du côté pro, mais l'intégration, l'adaptation, comment ça s'est passé? Parce que là, on est plutôt rassuré sur le principe et les débouchés de faire un MFE ou à l'étranger ou un VIE, mais côté social, comment tu l'as vécu, toi? Est-ce que c'était facile de t'intégrer? Est-ce que tu as lié des amitiés? Ou est-ce que, au contraire, c'était compliqué? Bah moi, je suis une nature plutôt extravertie, donc ça s'est assez bien passé. Au Cameroun, c'était un peu compliqué parce qu'on était vraiment en brousse pendant 4 mois dans le pick-up et à vadrouiller sur toute la région. Donc, j'ai surtout noué des liens avec l'équipe avec laquelle j'étais. Par contre, aux Pays-Bas et en Équateur, c'était plus facile parce que j'étais à un endroit fixe. Et en fait, aux Pays-Bas, par exemple, je me suis aperçu que se rapprocher de la communauté française, alors ça fait un peu communautariste, mais se rapprocher de la communauté française m'a permis de voir d'autres expats et créer des liens d'amitié avec des gens avec qui je communique toujours et que je vois toujours. Pareil pour l'Équateur. Après, en Équateur, j'avais beaucoup de collègues, donc c'était assez facile de me faire des amis équatoriens. Aux Pays-Bas, c'était un peu plus compliqué parce que les gens, en général, ils se disent, tiens, encore un expat qui vient ici pour quelques mois, donc on comprend qu'ils n'ont pas forcément envie de créer des liens d'amitié pour quelques mois. C'est pour ça que la communauté française, c'était plus facile de créer des liens avec eux. Merci Loïc pour cette présentation. Je me demandais du coup, après toute cette expérience, toutes ces expériences que tu as eues, comment tu vois du coup ton avenir, vers où tu voudrais t'orienter? Est-ce que tu voudrais continuer chez Reforestation? Quels sont tes projets? Ben, je t'avoue il y a encore quelques mois, je me disais, tiens, j'aimerais bien mettre un peu plus les mains dans le cambouis et faire du maraîchage. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et finalement, j'ai été un peu rattrapé par la patrouille. On m'a proposé de diriger l'unité agrégée chez Reforestation, donc ce qui n'est pas une opportunité que je m'attendais à avoir. Donc pour l'instant, je fais ça. Ça change quand même beaucoup du métier de commercial ou d'acheteur, parce que là, je dois vraiment m'occuper de toutes les finances et la stratégie de l'unité. Donc je vais continuer à faire ça. Ensuite de ça, on verra bien si une autre opportunité comme ça se présente à moi. Mais si un jour j'ai plus d'opportunités comme ça, je pense que j'irai faire du maraîchage et peut-être avoir un métier de prof à côté parce que bon, le métier de maraîchage, ça rapporte pas grand-chose. C'est un métier un peu passion, quoi. Ok. Mais peut-être mettre des plants de cacao. Peut-être des plants de cacao, mais là j'habite à Chambéry, donc je suis pas sûr que ça pousse très bien. ouais, et puis le maraîchage, c'est la meilleure partie de l'agriculture, hein. Je dis pas ça parce que moi aussi je suis là-dedans, mais bon, voilà. Non, en tout cas, merci beaucoup Loïc pour la lumière, c'est très bien. En vrai, moi je trouve qu'on a passé plein de sujets et en fin de compte, tu as quand même un parcours assez divers.
S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on peut même les mettre dans la conversation, on peut répondre après, etc. Il n'y a pas de problème. Mais sinon, voilà, c'était parfait. Je te remercie beaucoup, Loïc, pour ta présentation. Et puis évidemment, donc pour les personnes qui sont là en direct, on remettra ça sur les réseaux sociaux, mais pour les gens qui regarderont en rediffusé, ce sera aussi sur YouTube, sur LinkedIn. Et bien dans ce cas-là, je vous souhaite à tous une très bonne journée et merci encore pour être venu aujourd'hui. Ça marche, merci Samuel et merci.